Merci Joël, merci Pierre-Jean. S'il y a des réactions, des questions, c'est le moment. Du coup, je reviens sur votre intervention, Joël. Merci à vous deux, parce que c'était très intéressant. Quand vous parlez de la question des acteurs politiques et des enjeux que ça incombe, est-ce que ce ne serait pas plutôt des idéaux? Parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure sur le fait qu'il y ait des manques de moyens et qu'on faisait du bricolage en tant que travailleur social. Est-ce que ça n'invite pas à se réadapter dans toute notre pratique, justement, et est-ce que sur l'idéal, on peut encore construire? De toute façon, je réponds ou pas? Non. On va voir s'il y a peut-être une autre question. Puis... Il a raison, parce que sinon... Merci Salomé. Bonjour, je m'appelle Alix, je suis en première année d'études d'assistante sociale à la Rift. Et ce que je voulais poser comme question, ce serait plus par rapport à vous, madame, c'est par rapport à la communication, spécialement parce que tout à l'heure, avant d'aller déjeuner, je m'étais posé la question sur la communication, sur le fait qu'en fait, on est à l'ère de la technologie et de la communication, et qu'en fait, je trouve qu'on ne sait pas se parler, et que aujourd'hui, dans le débat public, il n'y a rien qui vient du débat, quoi. Je trouve qu'on dresse surtout les uns contre les autres. On a une sorte de fracture binaire partout. Donc là, j'avais mis le privé contre le public, la religion contre la religion, les riches contre les pauvres et les jeunes contre les adultes, etc. Et donc je me suis dit, moi, c'est dommage, parce que je trouve que ce qui est le plus beau, ce serait justement de mettre en place des discussions avec tout ce qui est, enfin tout ça qui est différent, dans le sens où moi j'avais beaucoup aimé de mon expérience, c'est que j'étais arrivée à l'université publique, et que par exemple sur la question de la religion, moi je suis catholique, dans ma promo j'avais une personne musulmane, des gens de mon entourage avec qui je m'étais fait en tant qu'amie qui étaient athées, et en fait entre nous on se posait plein de questions. Et donc, dans le respect et dans l'envie d'apprendre sur l'autre, on se posait, à un moment, on posait peut-être un peu des questions clichés, mais au moins, on était sûr d'avoir une réponse juste et honnête, parce que la personne s'y connaissait. Et donc, ça, par exemple, il y a eu aussi le fait que moi, j'ai fait mon service civique l'année dernière dans la demande d'asile, domaine que je connaissais pas du tout. Et donc, rien de mieux que d'entrer dans le domaine où je me posais des questions et que je ne connaissais pas, pour apprendre dessus. Et donc là, sur la question de la jeunesse, et spécialement la question de la jeunesse dans les banlieues, comment on peut mettre en place la communication entre les fractures qu'il y a de la police avec les jeunes, des personnes, enfin de la jeunesse soi-disant aisée contre les personnes, enfin la jeunesse des banlieues, pour faire en sorte qu'il y ait une entente, et que chacun puisse apporter à l'autre. Voilà, merci. Question intéressante. Pourtant, ce matin, on a vu M. Sarkozy dialoguer avec les jeunes. Vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas regardé? Oui, il a répondu à la question. Encore une, Pierre. Pardon. Valentin Leroux, du coup, en troisième année pour le diplôme d'éducateur spécialisé. J'avais une question où je pense qu'il n'y aura pas de réponse, qu'elle est complexe. Ce matin, on parlait de la globalisation de l'aide sociale à l'enfance, en disant qu'il y avait 100 ASE différentes. Et alors, dites-moi si je me trompe, Madame Bordet, mais vous expliquez que vous, justement, la politique, elle devrait être individuelle pour chaque ville, parce que chaque ville a déjà son contexte politique. Et du coup, je me pose la question, est-ce qu'on doit globaliser une politique, ou justement on doit la rendre unique pour chaque ville, avec les défauts de chacune des utilisations, quoi. Joël, oui. Oui. Alors, oui, par rapport à votre première question, alors, si on parle des professionnels, mais on peut aussi parler des politiques, on peut parler du citoyen. Je pense que de fait, on construit des postures. Chacun de nous construit une posture aussi en fonction de convictions.
mais aussi en fonction... Alors, la conviction, c'est pas tout à fait l'idéalisation. La conviction, c'est des trucs, c'est des idées, c'est des enjeux, c'est des idées auxquelles on tient. Voilà. Et quand on a dans la phrase de Gramsci qui me tient des fois, c'est l'exigence de la lucidité et la volonté de l'optimisme du changement. C'est-à-dire comment je dialectise les deux. Comment je dialectise Hannah Arendt, là. Voilà. J'ai aussi comme ça quelques, on va dire c'est à la fois des réflexions qui peuvent se lire en philosophie et en même temps qui peuvent construire de la conviction. Mais une conviction qu'on peut mettre au travail. Donc, parce que je pense que en tant que professionnel ou en tant qu'élu ou qu'ayant une responsabilité civique, de fait, on tient avec un étayage. On tient avec l'étayage qu'on a sous les pieds. C'est pour ça que c'est bien de faire de l'histoire. C'est que je pense que l'histoire aujourd'hui, ça sert aussi à étayer chacun parce que on peut pas s'étayer que sur la norme ou que sur des techniques. C'est pas un étayage, la technique. C'est un opératoire nécessaire. Mais ça n'est pas un étayage. Pour moi, l'étayage, c'est ce qui va faire penser, c'est ce qui va faire travailler, c'est ce qui va faire tenir. C'est pour ça que je dis sous les pieds. Parce qu'il faut des fois s'appuyer, penser à ce qu'on a sous les pieds pour tenir debout. Et je sais de quoi je cause. Donc, et physiquement, et voilà. Et donc, par contre, l'idéalisation, ça peut empêcher de tenir. Parce qu'on est toujours déçu. Alors que l'étayage, c'est au contraire l'inverse. C'est ce qu'on arrive à faire avec ça. Et je pense que construire, ça c'est important dans la formation des professionnels. Parce que s'ils sont convoqués dès le début, tout le temps, à la désidéalisation, c'est trop dur. Et évidemment que la réalité n'est pas l'idéalisation. Donc, moi je crois perdre de l'idéalisation, c'est en fait construire de l'étayage. Voilà, ça c'est vraiment, et sans la posture, on ne tient pas debout avec les jeunes. Et les jeunes, immédiatement, ils savent si vous êtes là. Immédiatement. Là, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Hein. Eux, ils sont extrêmement directs aujourd'hui sur ce rapport entre l'émotion et là où vous êtes. Et puis très vite, vous êtes de leur côté ou pas de leur côté. Mais si on veut sortir de ça, c'est justement la justesse de la posture. Moi, j'adore ça. Mais ça me fait rigoler, parce que je les sens tout de suite, quoi. Mais il y a même des professionnels qui me le font. Là, l'autre jour, il y a un professionnel, il me dit « Alors, je suis pas assez beau ?» Je dis « Attends, ça fait combien d'années maintenant qu'on me fait ça ? Ça suffit. » Tout le monde, il a rigolé. Parce qu'il y a un moment donné, il y a aussi des cultures professionnelles. Et il y a aussi des cultures de groupe. Mais ça fait partie de l'humour, quoi. L'humour dans les quartiers, c'est quand même formidable, quoi. Et l'humour, ça construit de la posture. Donc, il y a quelque chose, je crois, à travailler avec les professionnels pour les aider à arriver avec ça. Et en fait, il y a des professionnels, ils ont déjà traversé plein de choses. Donc, s'ils retraversent ce qu'ils ont traversé, souvent, ça les aide à trouver la posture. Ils viennent pas de rien. Voilà, ils sont pas tous nés dans les quartiers populaires. Il y en a, ils sont nés dedans, il y en a, ils sont pas nés dedans. Mais ils deviennent pas travailleurs sociaux par hasard. Donc, c'est vrai que ce travail-là, cet ancrage-là, je le crois très important. Sur la deuxième question, sur la communication. Alors, vous savez, il y a des gens qui veulent de la domination aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui veulent pas de communication. Hein. Il y a des gens qui veulent même faire de la haine. Hein. Alors, j'ai lu un bouquin qui m'a franchement fait froid dans le dos. Ça s'appelle « Les ingénieurs du chaos ». C'est le même qui a écrit « Le mage du Kremlin ». Ben, là, on voit quand même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont même plus en train de manipuler de la communication. Ils manipulent de l'émotion. Et donc des fake news, volontairement. Et il y a des campagnes électorales qui ne se font maintenant que là-dessus. Donc, si vous voulez, ils manipulent les datas, donc ils manipulent en fait avec des physiciens. Ils en ont plus rien à foutre des sciences humaines, mais rien du tout. Ils sont ailleurs dans la manipulation. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait froid dans le dos. C'est mondial. Donc, réellement, on est face aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais d'aliénation. C'est-à-dire que l'aliénation qui est en train de se passer aujourd'hui, au travers effectivement des réseaux sociaux qui peuvent aussi produire énormément d'esprit critique et énormément de bonnes choses. Ce n'est jamais qu'une plateforme économico-technique. Donc ça dépend aussi de ce qu'on en fait. Et ça dépend aussi si les professionnels, entre autres du travail social, y vont. Parce que si on laisse ce champ-là que aux forces, on va dire, de la domination, eh ben, ça veut dire qu'on ne va pas faire de contre-pouvoir. Mais pour faire du contre-pouvoir, faut y aller. Faut y aller. Moi, j'ai écouté 100 éducateurs sur comment ils vont sur les réseaux sociaux. Avec Pierre-Jean, on a fait ça.
Bon, on n'a pas réussi à faire travailler le rapport à la prévention spécialisée, c'est quand même dommage. Mais ça aussi, hein, on est très déçus. Parce que quand même, c'est vraiment des questions aux employeurs, quoi. Ils n'ont même pas pu s'approprier le rapport, là. C'est quand même incroyable. Alors que les éducateurs, ils disaient des choses formidablement importantes. Quand un gars il vous dit à 23h30, je suis en géolocalisation, va voir en géolocalisation, ça va péter dans le quartier, et qu'il habite à 1h30 du quartier, il fait quoi l'éducateur? Quand l'éducateur, les filles, elles lui disent, va voir les photos qu'il y a sur le site, c'est ce que j'ai vécu à l'hôtel hier, il fait quoi? Comment il reprend ça, l'éducateur? On n'est plus du tout dans le même espace-temps, mais plus du tout. Donc comment effectivement on accompagne les éducateurs qui de fait veulent pas lâcher les jeunes et qui vont quand même décrocher leur téléphone à 23h30 parce qu'ils peuvent pas ne pas savoir ce qui se passe dans le quartier. Voilà. Et ils en font quoi? Eh ben, si les employeurs se mettent pas au boulot de savoir accompagner les professionnels sur ça, eh ben, ils seront tout seuls et on va avoir un écart considérable entre la demande normative pour avoir le fric de l'État, pour avoir les contrôles qualité et les contrôles de soi-disant de charte éthique et je ne sais quoi, alors que, en fait, non, mais c'est vrai. En fait, la réalité, c'est que les professionnels, ils sont dans le double, nécessairement dans le double. Et qu'en fait, ils seront, évidemment, on va pas les écouter. Parce que les écouter, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc vous voyez, les problèmes, ils sont extrêmement précis sur cette question-là. Alors, moi, si je développe quand même mes petits ateliers, il ne faut pas exagérer, hein, je mets au travail tous les professionnels sur le site, hein, le policier, la médiathèque, tout le monde. Hein, puis je vous assure qu'avec moi, ça bosse quand même. Hein. Ils sont bien obligés. Mais j'aime ça aussi, hein, je le fais aussi. Hein. Non, on bosse ensemble. Mais là, on fait des cultures partagées. Eh ben, je suis désolée, je vais vous raconter ça très vite. Mais c'est à Corbeil. Très vite, mais c'est trop bien. J'ai une quinzaine de gamins, d'accord? Et on fait une controverse, comme la controverse de Valladolid. Et là, la situation qu'ils ont choisie, c'est, tu vois des jeunes se faire humilier dans la rue, t'interviens ou t'interviens pas. Il y en a 6 pour, 6 contre. Ils n'ont pas choisi. Alors, les contre. Ah non, madame, je vais pas non, moi, je veux pas prendre un coup de couteau. Hein. Puis si c'est un pistolet, bon. L'autre qui dit, mais attends, il va se faire tuer, là. Tu peux pas non plus. Donc, ça monte. Et ils y sont tout de suite. Alors, ce qui est fascinant avec les ados, et j'adore ça, avec les jeunes, c'est que pour les sortir du stéréotype, du coup, de français, c'est même pas de papier, eh ben, on les met sur une situation. Par exemple, je leur dis, vous êtes dans une boîte de nuit en Australie, vous vous présentez comment? Alors les gars de Gennevilliers, ils disent, oh ben moi s'il y a des filles, je dis Paris quand même. Hein. Ils y sont. C'est-à-dire que réellement, c'est ça de faire de la pédagogie. La pédagogie, c'est le détour. C'est de dire, attends, je te vois venir, on va y aller ensemble. C'est pas autre chose la communication avec les jeunes, mais on les suit. Puis alors mon atelier là sur l'esprit critique, il y en a sur le truc là, il y a un jeune tout d'un coup, il se retire comme ça puis il dit, peut-être qu'il a mérité de l'humiliation. Bon, alors je l'entends, mais on prend les arguments. Hein. Et puis à un moment donné, on leur dit, et si c'est des filles? Alors les gars, ils se retirent tous comme ça, là. Puis il y en a un qui dit, ça dépend quand même comment ils sont habillés. Hein. Puis il y en a un qui dit, bon, mais ils ont bien le droit de s'habiller comme ils veulent. Puis il y en a un, il supporte pas, il dit, mais c'est quand même, c'est notre image. Si elle est habillée comme une pute, ça va pas du tout. Alors là, il y a une onde de choc, là. Puis après, je leur dis, et si c'est vos sœurs? Ouh, ils se retirent. Oh, madame, là, c'est la réputation. Donc, et à la fin, on discute de chaque argument. On y revient. Et celui-là, qui était en face de moi, il me dit, madame, j'ai été désorienté. Il y a bien quelque chose que je vous ai dit qui vous a pas plu. Moi, j'ai les 15 lascars devant. Je vous dis, on va y temporiser l'affaire. Oh, vous avez changé des arguments, c'est bien et tout. Puis il me regarde, il me dit, madame, soyez transparente. Il y a quelque chose qui vous a pas plu. Alors je dis, bah oui. Parce que franchement, si tu veux que je sois sincère, dire pute dans un atelier sur l'humiliation, c'est quand même pas terrible. Puis traiter les femmes de pute, moi jamais. Elle me dit, merci madame. En fait, c'est rigolo, parce qu'il n'avait pas dit ça pour moi. Il avait dit ça pour ses copains, parce qu'il savait très bien qu'il allait se faire arracher à la sortie, là. On parle pas comme ça dans un atelier. Eh ben, le fait, il s'est réparé. Vous voyez, ben, c'est ça pour moi. Et vraiment, les suivre au plus près de ce qu'ils ont à dire et de ce qu'ils ont à en faire. Ça, et voilà, qu'on me dise pas qu'on peut pas le faire. Voilà. On n'est encore pas aujourd'hui dans un état policier qui nous interdit de le faire. Quand je travaille en Russie, effectivement, aujourd'hui, je ne peux plus parler avec mes copains russes. D'accord? C'est différent. Mais en France, qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pas travailler à ça. Donc vous voyez, il y a aussi une question de contre-pouvoir. Comment on construit des contre-pouvoirs en étant effectivement, j'allais dire, convaincu qu'on a en face de nous des usines de haine et de domination. Moi, c'est ce que je pense. Donc réellement, c'est une mobilisation. Alors, je ne dis pas qu'il faut le dire comme ça, mais il y a quelque chose de ça. Voilà, excusez-moi.
Est-ce qu'on a encore le temps de prendre une question de Rémi, avec un quota de secondes limité? Oui. Forcément. Oui. Et oui. Alors très rapide cet après-midi. C'était une question pour Monsieur Andrieux. Donc vous aviez prévu il y a quelques années que la jeunesse d'aujourd'hui serait, on va dire, il y aurait deux thématiques, la mobilité et la communication. En tout cas, c'est, je crois, ce que vous avez pu rappeler tout à l'heure. Donc la question, c'est est-ce que vous estimez avoir été rejoint par le réel dans votre prévision? Et la deuxième, c'est à présent, comment vous imaginez la jeunesse dans 20 ans? Voilà. Alors je vais revenir un petit peu. Non, j'avais pas prévu la jeunesse sur ce registre-là. Si, deux choses. Dans le diagnostic qu'on a fait, on constate, et tous les sociologues de la jeunesse, tous les praticiens le savent, qu'on est quand même rentré dans on rencontre beaucoup de jeunes, et ça ne vaut pas que pour les jeunes en difficulté, qui sont dans des parcours de plus en plus flexibles, de plus en plus précaires, tout le monde le connaît, et dont la perspective d'entrer dans l'âge adulte, ils le sont déjà souvent adultes, la perspective, ça va être tout au long de leur vie de changer beaucoup plus souvent de métier, de changer de lieu. Ça, c'est un premier point. Et ça, c'est quelque chose qui est mesuré dès à présent, je veux dire. C'était pas de dire les jeunes vont être comme ça. Je pense qu'on est déjà dans une société qui est allée dans ce sens-là. Une société plus mobile, plus flexible. Et je porte pas de jugement moral. Le constat, il est là, y compris quand on regarde comment ce qui faisait un peu de la stabilité, et notamment le droit du travail participait à la stabilité, a tendance à s'effriter. Ça a commencé par les jeunes et on a après étendu un certain nombre de dispositifs qu'on avait expérimentés avec les jeunes à d'autres catégories. Donc on est dans une société de mobilité, une société aussi de connaissances. C'est un constat aussi. C'est-à-dire que les connaissances qui sont mobilisées aujourd'hui dans toutes les activités productives, mais même dans les relations sociales, parce que le niveau de qualification des gens s'est élevé de ce point de vue-là, mais aussi parce qu'on est sur des systèmes de technique, enfin de complexité des systèmes productifs qui supposent effectivement des compétences nouvelles, encore que sur ce point-là, alors c'est pour aller un petit peu dans le sens que sur ce point-là, je ne suis pas sûr que les choses vont pas changer avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la question, moi je pense, pour penser toutes les questions, il faut quand même, le regard prospectif est important. Et dans le regard prospectif, nous on voyait des signaux sur la mobilité, je dirais sur la précarité des parcours et autres, et se dire est-ce qu'il ne faut pas créer un cadre dans une société de ce type-là? Est-ce qu'il ne faut pas créer un cadre qui donne des éléments de sécurisation aux gens? Pour le coup, la question était plutôt dans ce sens-là. Mais si vous me posez l'autre question qui est de dire demain, je dirais, moi je ne pense plus du tout comme ça. Enfin, si je devais participer à un rapport, etc., je commencerai par ce qui a été dit ce matin, et dont on n'a pas pris en compte, ce qu'a évoqué tout à l'heure Joël, je crois que vous l'avez peut-être dit vous-même, avec les réseaux sociaux, je veux dire, on est rentré dans une autre ère, à la fois parce que ils permettent de dire tout et n'importe quoi, ils permettent à chacun de s'affirmer. Premièrement, ils vont dans le sens, effectivement, où chacun peut se singulariser, ils permettent de s'affirmer, ils permettent de faire des fake news, et ils sont devenus surtout un espace de socialisation qui est en train de détrôner tous les autres. C'est ce qui a été dit ce matin. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Où en sont aujourd'hui les institutions éducatives par rapport à la prise en compte de cette révolution? Pour l'avoir vécu modestement dans une petite association de prévention spécialisée, je sais que quand on a essayé de mettre ça à jour, on voit bien que tous les éducateurs sont sur les réseaux sociaux, etc., qu'ils se posent beaucoup de questions et qu'ils attendent de leur structure
qu'on mette en quelque sorte, qu'on donne un cadre à cette pratique-là. Et nous, on n'y est pas arrivé dans l'association où je suis, on n'est pas arrivé à aller dans ce sens-là. Tout était sur la table, les demandes des professionnels, on n'y est pas arrivé. Mais ça change profondément tout notre système social. Que la socialisation se fasse aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, comment on peut tirer des conséquences de ça? Alors ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point qui, moi, me paraît, parce que je travaille dans un autre réseau sur les questions de transition. Un autre point, je me dis comment on peut penser aujourd'hui le moindre problème sans tenir compte du discours qu'on est en train de tenir sur notre avenir, qui est « on va dans le mur ». Comment, et c'est quelque chose d'important parce que jusqu'à présent, les idéologies étaient basées sur la construction d'une utopie. Eh bien, aujourd'hui, où construire une utopie quand la seule chose qu'on a sous le nez, qu'on produit comme discours, c'est qu'on va dans le mur. Et aller dans le mur, c'est comment on évite d'aller dans le mur. Et ça, c'est quelque chose dont on voit bien qu'elle se heurte à plein de résistances, mais qu'en même temps, à un moment donné, moi je suis convaincu que ces résistances seront surmontées, plus on approchera du vide, plus ça sera surmonté. Et ce n'est pas la démocratie qui permettra de gérer ça. Je crains que ce ne soit pas la démocratie qui permette de gérer ça. Mais cette relation au temps des nouvelles générations me semble vraiment importante. Qu'est-ce qu'on fait de ça pour les générations? Mais quand je dis les nouvelles générations, je sais que mes enfants, qui ont quand même pas loin de 50 ans, ils fonctionnent avec ça en tête en permanence. Et ils en tirent des éléments sur leur comportement. Alors, les jeunes, beaucoup plus jeunes au niveau des lycéens et autres, c'est encore plus important. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre en compte un monde dans lequel on ne peut plus se projeter en termes d'utopie, de progrès, mais simplement en termes de risque de fin du monde? Qu'est-ce que ça va donner dans la tête des nouvelles générations? Qu'est-ce que ça donne dès à présent dans notre tête à nous, mais des nouvelles générations? Comment on travaille ça? C'est ma préoccupation aujourd'hui, c'est de dire tout le reste. Non, mais c'est vrai, comment on se met au travail là-dessus, quoi? Et toutes les institutions doivent se mettre au travail là-dessus, hein, parce que ça fait partie dans la tête des gens. Et puis la socialisation en dehors des institutions, par les réseaux, écoutez, ça c'est un sacré défi. Je suis désolé, il y a des nouvelles demandes. Michel Didier, il y a aussi à distance Martine Trapon qui demande. Donc, par contre, on a un horaire impératif quand même. Non, si vous acceptez de terminer à 16h15. Alors, très vite, il y avait Martine d'abord, pardon. Vous pouvez nous mettre Martine?